Après 37 ans passés dans le couloir de la mort, Byron Lewis Black a été exécuté par injection létale à la prison de haute sécurité de Riverbend, à Nashville, dans le Tennessee. Son cœur, qui avait été maintenu en vie pendant des années grâce à un défibrillateur implanté, s'est finalement arrêté à 10h43, le matin du 5 août 2025, à l'âge de 69 ans. Mais pour comprendre comment un homme décrit par ses propres avocats comme gentil, fragile et atteint d'un handicap intellectuel a pu commettre un crime si atroce qui a scellé son destin il y a plusieurs décennies, nous devons remonter dans le temps. Nous devons revenir à une froide nuit de mars à Nashville, dans un appartement où une mère et ses 2 jeunes filles dormaient, sans savoir que la terreur était sur le point de bouleverser leur vie à jamais. Angela Clay était une femme de 29 ans pleine de vie et de rêves. Elle travaillait sans relâche à l'hôpital pour subvenir aux besoins de ses 2 filles, Latoya, 9 ans, et la petite Lakeisha, âgée de seulement 6 ans. Elle était séparée de son mari, Benny Clay. Mais ils entretenaient une relation cordiale pour le bien des filles et parlèrent même d'une éventuelle réconciliation. Angela était le pilier de sa famille, une figure d'amour et de force pour ses filles, qui était tout son univers. Latoya était une enfant curieuse et pleine de vie, tandis que Lakeisha, avec son sourire innocent, illuminait chaque pièce où elle entrait. Elle vivait dans l'appartement B du 1101 Wade Avenue, un foyer modeste, mais rempli de la chaleur d'une famille unie. Byron Lewis Black, né le 23 mars 1956, était le petit ami d'Angela à l'époque. Leur relation était intermittente et marquée par la violence. Black avait déjà un passé qui montrait des signes alarmants. En décembre 1986, au milieu d'une dispute au sujet d'Angela, il avait tiré sur son ex-mari, Benny Clay, le blessant à l'épaule. Pour cet acte, il a été condamné à 2 ans de prison, mais a bénéficié d'un programme de libération pour travailler. C'est précisément pendant l'une de ses permissions de travail que la tragédie allait frapper. La vie de Black avait été semée d'embûches. Ses avocats allaient mal et plus tard faire valoir qu'il souffrait depuis l'enfance d'un handicap intellectuel, de lésions cérébrales et de schizophrénie. Des troubles qui, selon eux, l'empêchèrent de comprendre pleinement la gravité de ses actes. Cependant, pour la famille Clay, il était simplement une présence menaçante, un obstacle à la possible réunification d'Angela et de Benny. Au printemps 1988, Nashville était une ville qui, comme tant d'autres, offrait à la fois la tranquillité des banlieues et les ténèbres cachées derrière des portes closes. Le complexe d'appartements de Wade Avenue n'était pas un endroit où des crimes de cette ampleur se produisaient. C'était un quartier de familles de travailleurs, où les enfants jouaient dans la rue et où les voisins se connaissaient. Personne n'aurait pu imaginer la scène d'horreur qui allait se dérouler dans l'appartement B. Une scène qui allait briser cette paix à jamais et laisser une cicatrice indélébile dans la communauté. Le dimanche 27 mars 1988 s'est déroulé comme tous les autres pour la famille Clay. Angela a terminé son service à l'hôpital Vanderbilt et est allée chercher ses filles. Elles ont passé un moment avec leur mère et leur grand-mère, Amelia Bell, avant que Byron Black, qui était sorti de prison ce week-end avec une permission, ne les ramène à leur appartement. Angela a emprunté un fer à repasser à sa mère, promettant de le rendre le lendemain, une promesse qu'elle ne pourrait jamais tenir. Ce soir-là, Angela a bordé ses filles dans leur lit, Latoya et Lakeisha, inconscientes de l'obscurité qui les guettait. Pendant ce temps, Byron Black se déplaçait dans l'ombre de la ville. Ce qu'il a pensé ou fait dans les heures qui ont précédé le crime, lui seul le savait avec certitude. Cependant, son passé violent et la jalousie qu'il éprouvait envers la relation d'Angela avec son ex-mari étaient une bombe à retardement. Cette nuit-là, avec l'arme qu'il avait utilisée 2 ans auparavant pour tirer sur Benny Clay,
il s'est rendu à l'appartement de Wade Avenue. Rien n'indiquait que sa visite était attendue ou bienvenue. La nuit était calme, mais la tension montait à chaque pas que Black faisait vers la maison de la femme qu'il disait aimer, et des filles qui le considéraient comme un membre de leur famille. La reconstitution des faits, basée sur les preuves médico-légales et les enquêtes ultérieures, brosse un tableau terrifiant. Byron Black est entré dans l'appartement d'Angela Clay sans forcer la porte, ce qui suggère qu'il avait une clé ou qu'elle lui a ouvert la porte. Ce qui s'est passé ensuite était une exécution méthodique et brutale. Dans la chambre principale, Angela et sa fille de 9 ans, Latoya, dormaient sous les couvertures. Black leur a tiré dessus à bout portant. Angela a reçu une balle dans la tête et est morte en quelques minutes. Latoya, à ses côtés, a été touchée au cou et à la poitrine à une distance d'environ 60 cm. Sa mort a été plus lente, prenant entre 3 et 10 minutes. Dans la deuxième chambre, la petite Lakeisha, âgée de 6 ans, a été retrouvée face contre terre, près de son lit. Elle avait reçu 2 balles, une dans la poitrine et une autre dans le bassin. Les indices suggéraient qu'elle avait tenté de s'échapper de son lit avant d'être tuée. Lorsque la police est arrivée sur les lieux du crime, alertée par des proches inquiets qui n'avaient pas eu de nouvelles d'Angela, elle a été accueillie par un silence de mort. À l'intérieur de l'appartement, l'horreur était indescriptible. Les corps d'une jeune mère et de ses 2 petites filles gisaient sans vie, leur lit devenu leur tombe. Les téléphones avaient été arrachés et jetés par terre. Un détail qui a choqué les enquêteurs. Il n'y avait aucun signe de lutte, ce qui indiquait que les victimes avaient été surprises dans leur sommeil, complètement sans défense. La brutalité de l'attaque et l'innocence des victimes ont choqué même les agents les plus expérimentés. La scène du crime ne laissait aucun doute. Il s'agissait d'un acte d'une cruauté inimaginable, perpétré par un proche de la famille. L'enquête a été immédiatement lancée. Les détectives ont commencé à interroger les membres de la famille, les amis et les voisins. Le premier suspect, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'affaires, était l'ex-mari d'Angela, Benny Clay. Cependant, son alibi a été rapidement vérifié et il a été écarté de la liste des suspects. Les soupçons se sont alors portés sur Byron Lewis Black. Son passé violent et sa relation tumultueuse avec Angela ont fait de lui le principal suspect. La preuve clé qui a permis de relier Black au meurtre était d'ordre balistique. Les détectives ont réussi à établir un lien entre les balles extraites des corps des victimes et le projectile que Black avait tiré sur Benny Clay en 1986. Il s'agissait de la même arme. Fort de cette preuve irréfutable, Black a été arrêté le 21 avril 1988 et inculpé de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Au cours de l'interrogatoire, Black a tenté de tisser un réseau de mensonges. Il a donné plusieurs alibis, mais tous se sont effondrés sous le poids des preuves. Finalement, il a admis avoir été dans l'appartement cette nuit-là, mais a affirmé avoir trouvé Angela et les filles déjà mortes et s'être enfui de la scène par peur. Sa description de la façon dont il a trouvé les victimes, endormies et sous les draps, contredisait la scène découverte par les policiers, avec le corps de la petite Lakeisha sur le sol. Cette incohérence a été un élément clé pour l'accusation. C'était un mensonge qui l'incriminait encore plus, révélant une connaissance de la scène que seul le meurtrier pouvait avoir. Le 8 mars 1989, jour qui aurait été le 7e anniversaire de Lakeisha, le jury a rendu son verdict. Le procès de Byron Lewis Black a été un drame judiciaire qui a captivé l'attention de la nation. L'accusation, menée par le procureur adjoint Eddie Barnard, a présenté un dossier accablant basé sur des preuves circonstancielles et balistiques. Elle a fait valoir que Black, rongé par la jalousie,
avait exécuté Angela et ses filles de sang-froid. Barnard a décrit ces meurtres comme le triple homicide le plus atroce jamais vu par un jury. La défense, quant à elle, a tenté de semer le doute, arguant de l'absence de témoins oculaires et de la possibilité qu'une autre personne ait été en possession de l'arme du crime. Cependant, les preuves étaient accablantes. Le moment culminant du procès a été la présentation des preuves balistiques qui reliaient sans équivoque l'arme de Black au meurtre. La cohérence des rayures sur les balles ne laissait aucun doute. Le témoignage de Benny Clay, relatant l'attaque précédente de Black, a également été dévastateur pour la défense. Le 8 mars 1989, le jury a déclaré Byron Lewis Black coupable des 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Pour les meurtres d'Angela et de Latoya, il a été condamné à 2 peines consécutives d'emprisonnement à perpétuité. Pour le meurtre de la petite Lakeisha, il a été condamné à mort. La réaction dans la salle fut un mélange de soulagement et de douleur. Benny Clay déclara que ce verdict était le plus beau cadeau d'anniversaire que sa plus jeune fille pouvait recevoir. Byron Black passa plus de 35 ans dans le couloir de la mort, une période marquée par d'interminables appels. Ses avocats se sont battus sans relâche pour faire annuler la sentence, arguant principalement de son handicap intellectuel. Ils soutenaient que, selon la loi, une personne dans son état mental ne pouvait être exécutée. Des rapports détaillant son faible quotient intellectuel et son incapacité à comprendre des concepts de base remontant à son enfance ont été présentés. Cependant, ces appels ont été systématiquement rejetés par les tribunaux. En 1991, la Cour suprême du Tennessee a confirmé la condamnation à mort, estimant que l'électrocution, la méthode d'exécution à l'époque, n'était pas un châtiment cruel et inhabituel, et que la brutalité du crime justifiait la peine capitale. Des années plus tard, le débat sur sa capacité mentale a été rouvert, mais les tribunaux ont de nouveau statué contre lui. La vie de Black dans le couloir de la mort a été un lent déclin. Sa santé physique et mentale s'est détériorée au fil des ans. Il a développé une démence, une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque et un cancer de la prostate. Il s'est retrouvé en fauteuil roulant et, en 2024, on lui a implanté un défibrillateur pour réguler son cœur. Ce dispositif médical allait être au centre d'une dernière bataille juridique controversée. Les dernières 24 heures de Byron Lewis Black ont été marquées par des rituels et des tensions juridiques. Le matin du 5 août 2025, il a partagé un service religieux et la communion avec sa conseillère spirituelle et son avocate, Kelly Henry. Malgré les premières informations suggérant qu'il avait mangé le menu standard de la prison, il a été confirmé qu'un dernier repas spécial lui avait été accordé. Il avait demandé une pizza aux champignons et à la saucisse, des beignets et de la glace à la noix de pécan et au beurre. La question de son défibrillateur implanté a ajouté un niveau de controverse sans précédent à l'exécution. Ses avocats ont fait valoir que cet appareil, conçu pour le maintenir en vie, pourrait lui infliger des décharges électriques douloureuses, pendant que le poison mortel ferait effet, ce qui constituerait un châtiment cruel et inhabituel. Bien qu'un tribunal ait ordonné sa désactivation, aucun hôpital n'a accepté d'effectuer la procédure. Et la Cour suprême du Tennessee a finalement autorisé l'exécution à se dérouler avec l'appareil actif. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait un dernier mot, Black, qui s'était toujours décrit comme une personne timide, a simplement répondu « Non, monsieur ». Il avait toutefois laissé un message à son avocate pour sa famille et ses amis. « Je vous aime, et je ne vous oublierai jamais. Toutes nos relations ont été très spéciales. » À 10h31, les rideaux de la chambre d'exécution se sont ouverts.
Black était attaché à la table d'exécution, vêtu d'une tunique jaune et recouvert d'un drap blanc. On lui a administré une dose unique et massive de pentobarbital, un sédatif. Les témoins présents, dont plusieurs journalistes, ont rapporté une scène angoissante. Black a commencé à respirer difficilement, à gémir et à lever la tête à plusieurs reprises. À 10h33, on l'a clairement entendu dire « Ça fait très mal ». Son conseiller spirituel essayait de le calmer, en lui disant de se concentrer sur sa respiration. Vers 10h36, il a semblé perdre connaissance et son corps est resté immobile. À 10h43, Byron Lewis Black a été déclaré mort. Après l'exécution, la famille des victimes a exprimé un mélange de soulagement et de douleur. Lynette Bell, la sœur d'Angela, a publié un communiqué disant « Je remercie Dieu pour ce jour, un jour qui a mis longtemps à arriver. 37 ans, c'est trop long. C'est une conclusion pour ma famille. Ma sœur et ses 2 filles peuvent enfin reposer en paix. » La mère d'Angela, Marie Bell, a ajouté « Je remercie le Seigneur de m'avoir permis d'être ici pour assister à cette conclusion. » Elles ont souligné que Black ne s'était jamais excusé ni n'avait admis sa culpabilité, emportant son secret dans la tombe. De son côté, l'avocate de Black, Kelly Henry, a condamné l'exécution, la qualifiant d'abus brutal et effréné du pouvoir gouvernemental, et affirmant que l'État du Tennessee avait exécuté un homme gentil, aimable, fragile et atteint d'une déficience intellectuelle. L'affaire Byron Black laisse un héritage complexe. Il a relancé le débat sur la peine de mort pour les personnes handicapées mentales et soulevé des questions éthiques sans précédent concernant l'exécution d'un détenu équipé d'un dispositif médical destiné à le maintenir en vie. Sa mort, après près de 4 décennies passées dans le couloir de la mort, n'a pas apporté de réponse facile. Seulement l'écho d'une tragédie qui a détruit une famille et laissé une tache indélébile dans l'histoire judiciaire du Tennessee. Qu'en pensez-vous? Justice a-t-elle été rendue? Donnez-nous votre avis dans les commentaires.